Celui qui veut monter l'échelle 10 pas à la place d'un par un, il va tomber direct. Pour commencer une nouvelle activité sans capital, les gens pensent que c'est compliqué. Or, c'est pas le cas. C'est simple d'avoir un client, mais ce qui est compliqué, c'est de conserver ce client. Le gros défi, c'est d'expliquer au client ce qu'il comprend pas. Enchanté Philippe. Enchanté. Est-ce que tu peux rapidement te présenter du coup? Donc moi, c'est Philippe, je suis architecte de base. J'ai fait mes études ici à l'École nationale supérieure d'archi à Malaquais. J'ai eu ma licence et mon master et je me suis vite fait lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc je faisais mon stage de fin d'études et en même temps j'ai monté ma première boîte de marchand de biens avec mes frères. Donc c'était vraiment un groupe familial qui a commencé. Chacun a mis un peu son premier pas dedans. Et j'ai commencé en tant que marchand de biens. J'ai fait plusieurs opérations sur l'Île-de-France. J'ai vu que le taux de rentabilité n'était pas assez important un peu dans ce secteur, vu l'apport personnel qui doit être mis dans les opérations puisque les banques ne suivent pas. Donc ça devait être de l'apport personnel, ça demandait des grosses sommes à l'époque. J'étais encore étudiant. Donc pour acheter un appart à Paris il y a 5-6 ans, on devait mettre 10 à 12 000 euros à peu près le mètre carré. Et ensuite, pour revendre un an après, entre les promesses signées, l'acte authentique, faire les travaux, revendre, attendre à nouveau la promesse et l'acte, donc les délais reprennent. Et c'était ici un peu que j'ai dû prendre de l'expérience dans le monde de travaux. Donc, c'était là où j'ai fait mes premiers chantiers. Et j'ai dû monter la boîte de bâtiments, de travaux, qui s'est lancée en 2020. En 2020 à peu près, donc j'ai plus la date exacte dans ma tête, qui s'appelait RenovaPro à l'époque. Le focus c'était de monter des relations B2B et non pas B2C. Donc je cherchais pas à ramener des clients en direct, des particuliers, mais à monter des relations B2B2C, business to business to client. C'est ce qui nous a permis un peu de construire un chiffre d'affaires qui était conséquent et vite fait. Mais l'idée, c'était pas de partir très rapidement et de retomber. Donc, celui qui veut monter l'échelle 10 pas à la place d'un par un, il va tomber direct. En fait, on voyait ce que le client, il voulait. Le client, qu'est-ce qu'il veut pour que tu puisses maintenir une bonne relation avec lui. Et c'était un peu la qualité et le temps. Et c'est ce qui nous a permis un peu d'augmenter notre réseau vite fait, mais en même temps d'une manière saine et correcte. Et c'est maintenant les entreprises qui viennent chez nous pour nous demander de prendre leur chantier. Donc c'est comme ça que ça s'est construit et le groupe, ça s'est développé. Donc il a regroupé un bureau d'études structure avec le temps, une boîte de promotion immobilière et une boîte d'investissement. Et là, on commence dans l'hôtellerie aussi. Est-ce que pour toi c'était la suite logique de passer de ton école d'architecture à justement du marchand de biens, à de l'immobilier, etc. Ou c'est venu En fait, les gens pensent que la formation d'archi, elle est vraiment cernée dans un bureau d'architecte. Je termine, je passe dans un bureau d'archi, je fais un peu de 3D et de plan. Mais la formation d'archi un peu te donne une manière de penser. Un archi de base, il peut se lancer dans l'industriel. Il n'est pas limité vraiment à ce qu'on étudie dans l'école. Nous, en tant qu'architectes, on pense comment les gens vivent, comment ils habitent un espace. Donc ça nous donne un peu dans notre sous-conscience l'idée de penser comment les gens ils vont utiliser ce truc ou comment les gens ils vont penser et ça nous permet d'avoir un acquis qui nous permet un peu de se lancer dans plusieurs corps de métier. Ok. Et comment est-ce que tu as trouvé du coup tes premiers clients? Parce que quand on sort d'école d'archi, enfin quand on veut lancer sa structure, c'est là où c'est le plus compliqué. Comment est-ce que tu as fait pour Ça, trouver ça c'est une tes drôle clients? d'histoire. Donc je buvais du café avec une amie à moi qui était dans la même fac. Et elle bossait dans une boîte qui était connue à l'époque d'investissement locatif aussi. On avait discuté de chantier avec elle, je lui avais expliqué qu'est-ce qu'on faisait. Et elle m'a dit, vas-y, lance ta première boîte de travaux. C'est elle qui m'a poussé. Et j'ai monté la boîte en pensant que je vais avoir des chantiers derrière. On avait l'expérience, j'étais marchand de biens. J'ai monté la boîte et ça a dû prendre un peu de retard à reprendre des chantiers derrière d'elle. Et les frais s'accumulaient sur moi. Donc, frais de compta, frais d'avocat pour monter la boîte. Donc, monter une boîte, c'est pas quelque chose d'aussi simple que ça, si tu sécurises pas un client derrière. Et je faisais mon stage de fin d'études, comme je l'ai dit, et mon projet de fin d'études aussi. Donc, j'étais vraiment dans la dernière année de fac quand j'ai lancé cette boîte de bâtiment. Et c'est là où j'ai mis des annonces partout. Je me suis dit, je dois signer un chantier. J'ai monté une boîte, je vais pas me laisser faire. Et mon premier chantier que j'ai signé, c'était une transformation d'un immeuble de bureau de 2 étages en 2 crèches et 2 appartements.
Le premier marché que j'avais signé, c'était aux alentours de 200 000 hors taxes. Magnifique. C'était là où j'ai vraiment dû comprendre que c'est faisable. Même si tu n'as pas le client, tu peux avoir ton client. Il faut utiliser les bons outils, faire la bonne com et se connaître dans ce que tu fais pour pouvoir vendre ce que tu fais. Je peux pas vendre un médicament, mais je peux vendre ce que je connais, l'immobilier. Je suis architecte, mon père il était promoteur et j'ai vécu sur les chantiers. Et c'est quelque chose que j'aime faire. Donc le vendre c'est la plus simple des choses, mais le vendre correctement. C'est pas juste on vend pour signer, mais on vend pour finaliser un projet. Ok, top. Ça a dû te faire du bien, je pense, ce premier Oui. projet. Tu as dit que tu as utilisé des outils, que tu as mis des annonces, etc. C'est quoi un peu les outils que tu as utilisés, les annonces que tu as... En fait, c'est un peu rigolo. C'était pas des outils avancés, c'était pas des annonces avancées. J'ai mis quelques Instagram ads. J'ai mis des annonces sur Facebook, sur des groupes ici. Donc, dans l'immobilier, des groupes de Libanais à Paris, puisque je suis Libanais. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier client. C'était aussi simple que ça. Donc, les gens, ils ne doivent pas avoir cette arrière-pensée que c'est compliqué d'avoir un client. C'est simple d'avoir un client. Mais ce qui est compliqué, c'est de conserver ce client. Pour conserver ce client, il y a beaucoup de travail à faire derrière. C'est quoi du coup un peu les astuces pour conserver Je vous l'ai déjà dit, le client, il cherche deux choses. Aujourd'hui, le monde du bâtiment, il a fait perdre la confiance des clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans sur le marché qui prennent les acomptes, qui filent, du no-show sur le chantier pendant 2-3 semaines à la fois. Le client, il frustre. Il a payé son acompte, 40% en avance, c'est des sommes conséquentes, et il ne retrouve personne sur son chantier. Donc le client, qu'est-ce qu'il cherche? C'est très simple. Il cherche juste de la qualité et du temps. Il cherche vraiment que son chantier soit livré à temps et que ça soit qualitatif. Là, je simplifie vraiment les choses. Mais pour pouvoir avoir ces deux choses, ces deux finalités, il y a beaucoup de back-office work que nous, on fait en interne pour pouvoir aussi simplifier la chose et livrer cette chose au client. La qualité et la finition avec le temps. parce que du coup, la qualité de travail, en vrai, elle s'acquiert avec l'expérience sur les chantiers. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, bon, dans Sicor Bâtiment, on a livré dans les 500 chantiers, à peu près. Un peu plus, un peu moins, on compte plus. Plus ou moins, ouais. Et ça nous a permis d'acquérir, si tu veux, une connaissance dans à peu près tous les corps d'état du bâtiment. Et dans des choses qui ne sont pas un peu répétitives. Donc, pas juste la pose du parquet, mais la pose de briques de terre cuite de réutilisation sur le sol. Donc aujourd'hui, le monde du bâtiment, il contient beaucoup de choses. Personne ne connaît tout. Celui qui te dit je connais comment faire quelque chose qu'il n'a pas encore fait, il te vend du rêve juste pour signer, pour toucher la compte, et à la fin, on se retrouve avec des emmerdes sur le chantier. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté toute une structure qui est un peu nouvelle sur ce marché. Donc, notre groupe regroupe quoi? La boîte de bâtiment, les ouvriers en interne, un chef de chantier qui est présent sur le chantier chaque jour pour superviser les plannings hebdomadaires des ouvriers. Ensuite, un conducteur de travaux de formation, ingénieur civil ou architecte qui est présent 2 à 3 fois par semaine sur le chantier pour superviser la qualité et la bonne exécution des travaux. Donc aujourd'hui, qui t'assure que le peintre fait la chose bien. Le peintre, il veut faire ses travaux, il veut quitter. C'est vrai ou non? C'est lui qui juge si c'est bien ou non. Si le client, il arrive, il débarque, il lui dit la peinture n'est pas bien faite. Le peintre, il va te trouver 1001 excuses pour justifier. Donc, pourquoi la peinture, elle est bien faite. Mais quand tu as plusieurs layers d'assurance, le chef de chantier et le conducteur de travaux, et ensuite il y a un directeur travaux pour checker, on laisse plus de marge à l'erreur. Du coup, là, c'est Sicor Group. Ça existe depuis combien d'années exactement déjà? La holding, elle a été montée il y a pas beaucoup de temps pour Ok. regrouper un peu toutes nos filiales. Si là, on parle juste de Sicor Group, juste avec quelques chiffres, avec quelques... Je sais pas tout ce que vous faites dans le groupe, etc. Comment est-ce que tu... Sicor Group, en fait, c'est un one-way shop aux clients pour tout ce qui est immobilier. Bureau d'études, conception architecturale, exécution de travaux, et en même temps, pour nous aussi, une boîte d'investissement. Et là, on s'est lancé dans l'hôtellerie. Donc, Sicor Group, c'est quelque chose qui regroupe plusieurs filiales de l'immobilier et qui nous permet aussi à nous d'investir un peu tout ce qu'on gagne dans nos boîtes à travers d'autres filiales qu'on fait monter.
Quels sont les types de projets que vous faites le plus? Est-ce que c'est sur du particulier, sur du professionnel? Sur les 500 chantiers, sur ces choses-là, qu'est-ce que vous faites On revient un peu vertical bâtiment. Ouais. On est dans les appels d'offres publics. Là, on vient de gagner la Direction générale des transports publics à Créteil, donc un lot à peu près d'1 million d'euros, qui constituait le lot menuisier intérieur, placo et peinture et revêtement sol, si je me trompe pas. On est aussi dans le secteur privé, donc on travaille avec beaucoup de particuliers, mais comme je l'ai dit, à travers des boîtes, donc des courtiers de travaux. Et c'est rare qu'on prend des clients directs en fait. Je vais revenir un peu sur ce point. Et on travaille aussi avec beaucoup de professionnels, tout ce qui est commercial. Donc la restauration, des gens qui montent des hôtels, qui veulent faire leurs travaux. Donc on couvre à peu près tous les secteurs du bâtiment. Ok. Dans tout le code d'État séparé. Ok. Toutes ces personnes-là, par exemple aussi les professionnels, les restaurants, etc. que vous faites, c'est depuis d'autres professionnels que vous obtenez ces chantiers-là ou c'est des personnes qui vous connaissent ou... On a des gens qui nous connaissent. En fait, je préfère toujours travailler avec une personne tierce entre toi et le client. Pourquoi? Le client, il vient, il fait son chantier et il quitte. Tu lui fais un travail super qualitatif ou pas qualitatif, il va se rappeler de toi si c'est pas qualitatif. Mais il va pas te permettre d'agrandir ton réseau. Il te ramène un client, 2 clients, maximum. Par contre, si tu as un courtier de travaux ou une personne tierce, un fonds d'investissement, on travaille avec pas mal de fonds d'investissement aussi. C'est quelqu'un qui te donne des chantiers, si tu veux, en volume. Et c'est ce qui est bien. Il apprécie la qualité. Et quand il apprécie la qualité, tu as beaucoup de volume derrière à capter. C'est ce qui est mieux pour nous. Mais l'idée, c'est pas juste de prendre du volume, c'est de savoir gérer ce volume. Donc aujourd'hui, c'est simple de signer 15, 20 chantiers. Mais est-ce que tu peux les gérer, les 15 ou les 20 chantiers? Est-ce que tu peux livrer la même qualité quand tu gères 15 et 20 chantiers que quand tu livres 1 ou 2 chantiers? Je doute si ta structure n'est pas assez compétente à subir tout ce volume. Et comment toi tu fais justement, surtout entre les débuts où tu avais peut-être 1 ou 2 chantiers et par la suite où tu as justement enchaîné sur 15 à 20 chantiers, comment tu as géré un peu la transition? J'imagine que c'est recruter les bonnes personnes. C'est pas juste ça. Quand j'ai commencé, je gérais tout moi-même. De la comptabilité, les achats, les plans, l'exécution. Je conduisais une camionnette pour livrer le matos sur le chantier. Je gérais le client, je gérais les ouvriers. Donc, le métier du bâtiment, c'est la chose la plus compliquée. Tu gères enfin HR, comptabilité, ressources internes, ressources externes. Tu gères tout. Celui qui fait le bâtiment, il peut tout faire, à mon avis. Et ensuite, on a commencé à se développer. Quand j'avais 8 ou 9 chantiers en même temps, j'avais les finances pour commencer à embaucher mes premiers conducteurs de travaux. Donc, qui sont encore avec nous jusqu'à ce jour. Et c'est comme ça que la boîte a commencé à se développer jusqu'au moment où même on a commencé à embaucher nos comptables en interne, nos ingénieurs études de prix en interne, tout le monde. On essaye d'internaliser au maximum nos ressources. Ok, hyper intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais de se construire un réseau avec des personnes tierces entre toi et le client, parce que ces personnes-là t'apporteront beaucoup plus de chantiers. Comment est-ce que toi, tu as construit justement C'est pas ce juste réseau? ça. C'est pas qu'ils t'apportent plus de chantiers. Donc l'idée, c'est pas juste d'avoir plus de chantiers, mais ils permettent d'apporter une certaine sécurité au client et à l'entreprise de travaux, à travers des comptes séquestres, à travers plein de choses. Donc c'est un peu une double sécurité pour tout le monde. Ok, génial. Et comment tu as construit ce réseau du coup? À travers la qualité qu'on amène, à travers les timings qu'on respecte, on a dû avoir un nom un peu sur le marché. Donc, il y a plein de boîtes qui nous connaissent aujourd'hui, avec qui on travaille, des courtiers en travaux qui viennent vers nous, même des clients qui viennent vers nous en direct. Donc, on dit pas non. C'est pas qu'on dit non, mais tout dépend du montant du marché. Donc, aujourd'hui, un marché à moins de 30-40 000, on peut pas rentrer dedans. Vu le overhead qu'on a, donc qu'on mobilise pour signer un marché ou pour suivre un marché, on n'a plus les moyens de rentrer dans un petit marché à moins de 40 000, je dirais, euros hors taxe. Donc c'est un peu ça qui nous a permis de construire ce réseau. Ok, intéressant. Ouais, ok, du coup, tu as fait 500 chantiers, donc ça fait vraiment pas mal de chantiers Ça fait un beau aujourd'hui. chiffre. Sur tes projets justement d'habitation, commerce, etc., c'est quoi les principaux défis que tu as sur le terrain Le gros défi, c'est d'expliquer aux clients ce qu'ils comprennent pas. Je te le dis en toute sincérité. Aujourd'hui, je pars chez le médecin, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais je vois, je me réveille. Je suis en bonne santé ou je suis pas en bonne santé. Le client, c'est la même chose. Il ouvre la porte du chantier,
Il comprend pas ce que tu fais. Est-ce que tu as bien posé ta sous-couche d'imperméabilisation pour qu'il n'ait pas de soucis d'étanchéité? Est-ce que tu as utilisé de la bonne colle de carrelage, oui ou non? Puisque ton carrelage, dans 2 ans, il va pas commencer à claquer et ça devient un dance floor chez toi dans l'appartement. Donc, il y a plein de choses que le client ne voit pas, mais qui font toute la différence. Et aujourd'hui, le client, il cherche le prix aussi. Mais en même temps, il sait pas que on peut baisser nos prix. Tout le monde peut baisser son prix pour signer plus de marché. Mais en contrepartie, qu'est-ce que les autres boîtes de bâtiments ils vont faire quand ils baissent leur prix pour rentabiliser leur chantier? Ils vont essayer de gratter sur la marchandise. Donc aujourd'hui, ils ramènent de la marchandise qui est moins qualitatif, beaucoup moins qualitatif. Comme je te l'ai dit, le carrelage qui commence à jouer, les interrupteurs qui commencent à sauter, le tableau électrique qui est pas aux normes, la peinture qui commence à claquer, première fuite d'eau, le parquet gondole. Donc, plein de choses que le client, il aperçoit 2 ans ou 3 ans après. Juste parce qu'il voulait économiser 5 ou 10 000 euros au début du chantier, il n'a pas choisi la bonne boîte, il a juste choisi le prix. Il n'a pas vu la plaquette de la boîte, ses chantiers qu'elle a fait, son chiffre d'affaires. Il n'a pas visité ses locaux. Donc, il sait pas il est face à qui. Faire un chantier pour moi avec une boîte, c'est comme se marier. C'est la même chose pendant une durée de 5 mois. Si tu es pas marié avec la bonne femme, tu vas pas avoir une belle famille. Si tu as pas choisi la bonne boîte de bâtiment, tu vas pas avoir un bon appartement ou un bon commerce. C'est la même chose, vraiment. Et la relation familiale se fait sur la base de confiance. Dans le bâtiment aussi, même si le client pense que je peux contrôler tout, non. Il y a une certaine marge de confiance. Aujourd'hui, si j'utilise une colle de carrelage à 5 euros le sac de 25 kilos ou 15 euros le sac de 25 kilos, le client, il va rentrer, il va voir, ah, mon carrelage, il est bien posé, ok. Mais il sait pas qu'est-ce qu'il y a sous son carrelage. Même chose pour le parquet, même chose pour la peinture. Donc, il y a plein de choses qui sont cachées que le client n'aperçoit pas que 2 ou 3 ans après où les dégâts commencent à lui retomber dessus. Et c'est ça le vrai défi du bâtiment, c'est d'expliquer à ton client qu'est-ce que tu fais pour qu'il puisse apprécier un peu la qualité du travail que tu fais. Aujourd'hui, un tube de silicone, tu peux l'acheter à 75 centimes ou bien à 4,50 €. Mais compte-le sur une grosse quantité, ça fait une somme. Le client, il voit les plaintes collées à la fin, ou le joint d'étanchéité fait autour de la cuisine. Mais il sait pas c'est quel joint d'étanchéité, combien ça va durer avec le temps, ça tient ou ça tient pas. Et c'est là le vrai défi du bâtiment. C'est de savoir expliquer au client, je suis un tout petit peu plus cher peut-être, ou je m'adapte au prix du marché, mais en contrepartie, je te donne de la qualité qui dure avec le temps. Et c'est ce que vraiment le client, il veut en fond de lui. Et comment faire comprendre à un client que s'il choisit justement pas la qualité, en fait, dans 2, 3, 4 ans, il va devoir remettre le même tarif qu'il a mis pour ses travaux, alors qu'il aurait pu l'éviter, quoi, directement. Ça, c'est une question qui est compliquée. C'est comme si tu essaies de voir l'avenir. Donc, tu peux pas dire au client, le jour où tu as la fuite, ton parquet, il va claquer. Ou le jour où tu as de la fuite, ta peinture, elle va claquer directement. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir les connaissances nécessaires, toi-même, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le bâtiment qui savent exécuter. Mais une personne qui sait exécuter, ça veut pas dire qu'elle a les connaissances. Je prends la colle de carrelage, je la pose. Mais je sais pas c'est quel type de colle de carrelage, laquelle il faut choisir, quel joint utiliser pour éviter l'infiltration d'eau. Une personne qui sait bien exécuter ne t'évite pas d'avoir une personne qui sait contrôler et faire les achats. Et c'est pour cela que c'est divisé chez nous. La personne qui fait les achats, elle est différente que la personne qui exécute sur place. Puisque la personne qui fait les achats, elle a l'habitude de bien choisir les matériaux dépendamment de l'espace qu'on fait. Une cuisine ou une salle de bain ou un séjour. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de prendre le client à travers tous les détails des achats, la transparence. C'est la chose la plus importante. Et de lui expliquer pourquoi on met cette colle de carrelage et pourquoi on met pas celle-ci. Donc, pourquoi on est en train de payer plus? Donc, hier, j'étais sur un chantier et j'expliquais au client que on lui a acheté un rideau d'air chaud qui nous a coûté plus cher que nous, on lui a vendu. Il a commencé à rigoler. Il m'a dit, oui, bon, ça change quoi pour moi? Et essaye de convaincre que le client que c'est bien pour lui. Le client, il rentre, il veut voir juste son rideau d'air chaud posé. Et je remets jamais en cause la qualité des prestations que j'exécute
à cause de mon chiffrage juste pour garder mes marges et gagner mes marges. Donc aujourd'hui, le rideau d'air chaud nous a coûté 3500 euros. On l'a vendu à 3200 euros. Sans compter le overhead chez nous, les charges internes, le coût fixe, le coût des ouvriers, le coût de la livraison. Donc imagine ce qui nous a coûté vraiment avec le coût indirect de notre rideau d'air chaud. Ça, c'est une petite prestation. Mais j'ai pas accepté d'avoir un rideau d'air chaud qui va tomber en panne 2 ans après, juste pour gagner ma marge sur cette prestation-là. C'est vraiment là le défi sur un chantier. Mais je suis sûr que 2 ans après, le client, il va dire « Ah ben, il avait raison de me mettre ce rideau d'air chaud. Ça tient super bien, ça fonctionne super bien. C'est un vrai rideau d'air chaud. » Et c'est ça qui va faire que tu as une bonne réputation, que tu vas être recommandé, qu'il y a un effet cumulé sur les années qui suivent. C'est ça. Est-ce que tu as des anecdotes justement par exemple, si je te demandais quels sont les 2 ou 3 plus grands défis que tu as dû relever durant les 5-10 dernières années et comment tu as réussi justement à les gérer? Le plus gros défi, bon, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est une réalité, c'est structurer sa boîte. Structurer sa boîte, c'est la chose la plus importante pour pouvoir se développer. Sans organisation, tu tombes dans l'eau directement. Et on était au point de tomber dans l'eau à cause de ce problème d'organisation il y a quelques années. Donc c'est là on s'est posé, moi et mes 3 frères, et on a décidé de revoir un peu toute l'organisation de la boîte. Une boîte qui fait 1 million de chiffre d'affaires, c'est pas une boîte qui fait 10 millions de chiffre d'affaires. Donc elle a beaucoup de choses à organiser, à établir pour qu'elle puisse se maintenir ou rester sur ce marché et ne pas tomber. Et preuve en est le nombre d'entreprises qui déposent leur bilan annuellement. Le plus gros nombre d'entreprises qui déposent le bilan, c'est le bâtiment. Comment est-ce que tu fais justement pour être certain quand même sur la plupart de tes chantiers, d'être serein sur les marges, puisque comme tu l'as dit, sur certains chantiers, parfois, tu peux ne pas t'y retrouver, quoi. On a eu ce problème récemment. Sur plusieurs chantiers, on s'est retrouvé dire à zéro ou à perte. Je vous le dis sincèrement, à perte sur des chantiers. C'est quelque chose que moi j'ai décidé d'accepter pour livrer un bon chantier derrière. Donc aujourd'hui, l'erreur c'était d'accepter ces chantiers au début. Le client il grattait. Bon, je me suis dit, je veux le signer ce chantier, j'ai envie de le faire. En fin de compte, je me suis retrouvé avec un client qui a gratté 15, 20, 30, 40 000 euros de remise au début et je me suis retrouvé à payer de ma poche pour lui terminer son chantier. Beaucoup de boîtes se cassent du chantier quand ils voient qu'ils gagnent pas de l'argent ou qu'ils vont perdre. Je décide de rester et de terminer. Mais ça nous a appris un peu de dire non parfois. J'ai plein de clients qui débarquent. Il veut faire ses bureaux. Il a 500 mètres carrés de bureau. Il refait toutes les laques, la peinture. Il me dit par contre, je veux pas déposer mon faux plafond. Ok, mais bon, quand je refais tout et je dépose pas le faux plafond actuel, demain, qui va me garantir que le faux plafond, il est droit et que tes finitions, ils vont être correctes? Comment je vais retirer tous mes fluides ou toute mon électricité dans un faux plafond qui est déjà posé? Je refais des saignées, je replaque derrière. C'est beaucoup plus de travail. Et donc, parfois, il faut savoir dire non à des clients. On a dû constituer une petite base de soucis qu'on a eu qui nous permettent de connaître un client direct. Ouais. Donc, un client qui cherche à gratter une grosse remise au début et ensuite, il te suit sur de la très petite finition et on n'a aucun souci qu'il ne suive, c'est un client qu'il faut éviter. Et c'est un client mauvais payeur. Ouais. Je te le dis, c'est un client mauvais payeur. J'imagine qu'après 500 chantiers réalisés, donc potentiellement 500 traitements différents, etc., tu dois avoir un instinct qui est extrêmement affûté pour savoir si un chantier va se passer bien ou va justement mal se passer déjà en amont quand il a même pas commencé, non? Donc tu peux pas mal te fier à ton instinct pour savoir dire oui ou non avant de démarrer un projet. En fait, ce qu'il faut voir dans le client, il voit les prix ou les prestations. D'abord, un client qui commence à négocier sans comprendre ce que tu as chiffré, c'est un client qu'il faut éviter. Aujourd'hui, j'ai des clients, on leur chiffre un projet à 289 000 il y a 2 semaines. C'était un projet de grosse œuvre. Il a débarqué chez nous au bureau et il a commencé à négocier les prix. Mais il savait pas, il négociait les prix de quoi? Comment tu peux négocier sur quelque chose que tu connais pas? Tu connais pas c'est quoi cette prestation, cet ouvrage? Et j'avais un autre client qui fait aussi un projet de grosse œuvre, dans les mêmes âges, dans les 300-320 000. Il a débarqué au bureau et la première chose qu'il a fait, c'est il a essayé de comprendre les ouvrages ou bien les types de prestations qu'on lui offre.
Ensuite, de revoir les prix derrière. Aujourd'hui, c'est comme ça que tu reconnais un peu aussi un client. Le client s'intéresse au quoi? La qualité des finitions, comprendre qu'est-ce qui se passe sur ton chantier ou juste voir le prix. C'est comme si tu achètes une blouse en polyester ou en lin. Tu peux pas partir négocier le prix du lin au même prix que le polyester car tu as vu la même couleur de blouse. Mais non, ça se fait pas. Ouais, exactement. C'est pas si les deux ils sont bleus, ça veut dire que ça doit être le même prix. Et les gens, ils ont encore moins de connaissances dans le bâtiment que dans le textile. Donc, Voilà. c'est encore plus compliqué. Là, tu fais aussi de l'Airbnb et tu vas te lancer aussi dans l'hôtellerie. Quelle était ta vision par rapport à ça? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ces deux domaines-là? Bon, vu notre présence dans le monde de l'immobilier, on a beaucoup de bonnes choses qui viennent vers nous. On connaît plein de notaires, on connaît plein d'agents immobiliers avec qui on travaille et on a des belles opportunités qui nous viennent. Quand tu es entrepreneur, tu n'es pas cerné à une seule chose dans ta vie. Tu fais un peu de tout dans l'entrepreneuriat. Comme tu commences ta boîte, tu fais la compta, le HR et les chantiers. Quand tu es entrepreneur, c'est possible que tu fais le bâtiment et la restauration aussi. Tout est faisable. Juste l'idée, c'est que tu t'associes aux bonnes personnes. Et quand on retrouve des bonnes opportunités sur le marché, on fonce dedans. Donc, c'est une question d'opportunité, de ROI, Return on Investment. Et est-ce que ça colle à nos chiffres ou ça colle pas? Ça colle, on fonce dedans, on s'associe avec les bonnes personnes qui connaissent ce métier et on développe un peu nos filiales. Ok. Et pour une personne qui n'a pas forcément de contact ou de choses comme ça, qu'est-ce que tu vois comme opportunité sur les prochaines années, sur laquelle, imaginons, je sais pas, elle commence de zéro ou elle a envie de développer une nouvelle activité dans l'immobilier ou la rénovation, les travaux, etc. Je dis quelque chose. Pour commencer une nouvelle activité sans capital, les gens pensent que c'est compliqué. Or, c'est pas le cas. Aujourd'hui, la vente de services ne nécessite aucun capital. Quelqu'un qui vend un service et non pas un matériel. Aujourd'hui, je vends pas un ordinateur pour que je puisse avoir les moyens de l'acheter d'abord, pour que je puisse le vendre. I'm selling my knowledge. Donc, mes connaissances. J'ai étudié en termes d'archi. Je peux être freelancer, vendre des prestations de 3D ou de plans à plein d'autres boîtes de bâtiments ou des grosses boîtes d'archi qui veulent quelqu'un qui leur fait des visus ou même chose dans plusieurs autres domaines. Donc, chacun connaît un peu plus son domaine. Mais l'idée, c'est de commencer avec une base de vente de services, à mon avis. Et c'est quelque chose qui marche beaucoup ici en France. C'est pas forcément un secteur particulier, mais vendre quelque chose où nous, on a une on s'y connaît. On s'y connaît, on est plus fort que potentiellement. Il faut vendre personnes. ce que tu peux pas vendre ce que tu connais pas. Ouais, exactement. Il faut vendre ce que tu connais. Et après, de fil en aiguille, dans tous les cas, les opportunités viendront à nous. Voilà. Ok, top. Donc ça c'est la chose, je dirais, la plus importante pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'il ne cherche pas l'argent, qu'il cherche quelque chose qu'il aime faire, qu'il aime se consacrer pour cette chose toute sa vie. Et sinon, il va jamais gagner bien sa vie dans son boulot. Mais c'est quelque chose qui est compliqué à concevoir aussi quand on commence une activité où on se dit qu'on veut arriver à, je sais pas, à faire 1 million de chiffre d'affaires par an. Et en fait, ce qui est le plus excitant et là où on prend le plus de plaisir, c'est tout le chemin pour y arriver. Et quand on y arrive, en fait, on n'a pas cette excitation-là qu'on avait au début quand on se disait qu'on allait Je t'explique, c'est quelque chose de normal. Aujourd'hui, quand tu achètes une belle voiture, imaginons tu achètes une Porsche. Tu as envie d'acheter cette Porsche, ça fait 4 mois, tu rêves de cette Porsche, tu la mets en wallpaper sur ton téléphone. Une fois tu l'achètes, 2 mois plus tard, bon, ça devient quelque chose d'habituel, tu vois. Exactement. Tu as plus ce plaisir pour conduire la voiture. Bon, elle reste belle, elle reste devant chez toi, mais tu as plus la même excitation. C'est quelque chose de normal. Tu as de l'excitation maintenant pour acheter une Ferrari ou bien une Lamborghini. Exactement. Même chose. Tu montes ta boîte. Tu es excité pour arriver au million. Ensuite, tu es excité pour arriver aux 2 ou 3 ou 4 millions. Même chose. Ça se développe. Et c'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau. Il faut pas stagner. Il faut pas stagner, mais il faut quand même être reconnaissant parce que le jour où tu perds ta Porsche ou le jour où tu perds ta boîte, ça c'est vrai. T'es un peu dégoûté. Il faut toujours être reconnaissant. Et le plus important, c'est qu'il faut à un certain moment savoir se stabiliser. Je vous l'ai dit au début, tu peux pas monter l'échelle 10 étapes à la place d'une étape par étape. Ouais, c'est clair. À un certain moment, il faut faire pause,
comprendre bien là où on est arrivé, bien se stabiliser, remettre bien les pieds à terre et ensuite continuer à se développer. Tu peux pas te développer en continu, sinon tu tombes. Là, j'avais une question qui revient à ce que tu nous disais tout à l'heure. Tu sais, à un moment, justement, tu t'es posé avec tes frères pour réfléchir à qu'est-ce que vous alliez faire, etc. Parce que là, bah, il fallait structurer. Est-ce que tu t'es fait accompagner à ce moment-là et est-ce que toi, tu conseilles de te faire accompagner par des personnes qui sont potentiellement plus compétentes que toi dans un domaine quand tu as des difficultés? Est-ce qu'on s'est fait accompagner? Bon, peut-être moi j'ai un peu plus de chance que j'ai mon père dans le domaine. Il a structuré une boîte de promotion immobilière, il a bien gagné sa vie et je prenais conseil de lui. Donc c'est ce qui nous a aidé un peu plus. Je n'ai rien à cacher et je dis les choses comme ils le sont. Donc c'est toujours bien d'avoir une D'avoir sorte un de conseil. mentor, Il faut avoir un conseil. Ouais. Aujourd'hui, on connaît pas tout pour savoir s'auto-donner des conseils. On peut pas s'auto-donner un conseil, tu vois. Si on est perdu entre deux choses, comment tu vas savoir te conseiller entre ces deux choses? Tu as besoin d'une autre personne pour te conseiller. C'est clair, Ouais. c'est clair, c'est clair. Et après, on peut aussi regarder un peu des contenus en ligne. Maintenant, il y a pas mal de vidéos qui expliquent pas mal de choses, ou même avec l'IA, dès qu'il y a une problématique. L'IA, elle a beaucoup Ça va. aidé les gens. C'est ça. Ça va pas faire le travail à ta place, mais ça peut Ça t'aide. beaucoup t'aider. Mais il faut aussi, à certains moments, éviter l'IA. Il y a plein d'erreurs. Il y en a beaucoup, ouais. Ça va t'aider, mais Non, il faut toujours avoir un esprit critique où il faut pas penser que l'IA a la bonne réponse à tout, etc. Il faut garder vrai. son esprit critique là-dessus. C'est vrai. Sur un marché justement de l'immobilier, de la rénovation, etc., qui évolue énormément là ces derniers temps, surtout en France, comment est-ce que tu perçois le développement du marché immobilier, de la rénovation, de la construction là sur les prochaines années? Je vais te contredire sur quelque chose. Ouais. Le marché de l'immobilier, il se développe pas ce dernier moment. La promotion immobilière, je vais dire, c'est un peu le cœur de tout ce qui est immobilier ou real estate en France. Le volume d'appartements ou de biens vendus en promotion, il s'est divisé par 2 entre 2024 et 2025. Donc disons qu'il y avait, je dis n'importe quel chiffre, 2 millions de biens qui ont été vendus neufs en 2024. Il y a 1 million qui a été vendu en 2025. Donc le marché, il est un peu en recul. Je vais pas dire que le marché, il est au top. Mais par contre, dans la rénovation, le marché, il est stable. Aujourd'hui, les gens cherchent à faire des travaux chez eux pour avoir un certain confort énergétique et des travaux énergétiques chez eux. Vu même la crise pétrolière, là, aujourd'hui, qui commence et on commence à le ressentir sur les stations d'essence. Le litre qui était à 1,7 €, qui est à 2,1 aujourd'hui. En une semaine, il a augmenté de 30-40%. Même chose pour le coût de chauffage, qui va aussi augmenter. Vu le prix du pétrole qui augmente mondialement, les gens recherchent un peu s'orientent plus vers les travaux énergétiques en ce moment. Donc, c'est pas la première crise pétrolière qu'il y a eu en Europe, en France. C'est la deuxième, si je me trompe pas. Les premiers pas vers les travaux énergétiques et les premières lois, ils ont été faits pendant la première crise. Mais là, les gens commencent à comprendre un peu plus l'importance des travaux énergétiques chez soi. Et c'est ce qui permet le marché de continuer à se développer ou bien se stabiliser et non pas revenir en arrière. Mais de toute manière, les gens ils auront toujours besoin quand même de faire des travaux chez eux. Il y aura normalement, logiquement, de plus en plus d'humains sur Terre, donc de plus en plus de besoins d'habitation et ce genre de choses, quoi. C'est vrai. Dans le commerce, puisqu'on est beaucoup présent dans tout ce qui est commercial, les restaurants ont tendance à changer rapidement. Donc, si tu prends une adresse sur Paris, sur 5 ou 6 ans, tu vas voir peut-être 2 ou 3 concepts qui ont passé sur cette même adresse. Et chaque concept ramène des travaux avec elle. Donc même si les travaux ils sont refaits à neuf, chacun a tendance de recréer un espace qui lui ressemble ou qui ressemble à son concept. Donc c'est ce qui aussi qui garde le marché en avance. Ouais, Très clair. Et du coup, pour finir un petit peu, ça serait quoi la meilleure décision business que tu as pris de toute ta vie, tu dirais? La meilleure décision business que j'ai dû prendre. Game changer, ça a fait un avant-après dans ta vie. Le vrai game changer qui a un peu changé tout dans ma vie, c'était mon association avec mes frères. Ah. Et de travailler en famille. Je t'explique quelque chose. Tu prends une branche d'arbre, tu essayes de la casser, elle se casse vite fait. Mais vas-y, prends 5 et essaye de les casser, ça prend beaucoup plus de temps. C'est beaucoup plus compliqué.
Stylé Donc, l'analogie. Ça, c'est quelque chose d'important et ça permet aussi d'apporter beaucoup plus de connaissances. C'est des gens avec qui tu travailles. Il y a beaucoup de transparence, donc personne n'a rien à cacher de l'autre. Et tout le monde veut qu'on se développe. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui te ralentit, car il se fait ralentir aussi à lui-même. Être associé aux bonnes personnes, c'est ce qu'on entend souvent. C'est ça. Il faut bien choisir son associé. Ouais. Bah ça, c'est comme un mariage, comme tu disais, c'est Voilà. encore plus important qu'un mariage. Même. C'est plus important qu'un mariage. Tu rigoles, mais c'est plus important qu'un mariage. Ton mariage, il peut changer. Ouais. Tu peux perdre ta femme, mais tu as pas envie de perdre ton boulot. Si tu l'aimes. C'est clair. Je suis d'accord. Merci Ok, beaucoup. top. Merci Merci à vous.